France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 13 février, la question du jour, 1796 condamnations et 1422 personnes en attente de jugement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Redoutez-vous une dérive autoritaire et sécuritaire du pouvoir? On en parle dans quelques minutes avec vous au 01 40 33 9000. Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous parlerons aussi de Christophe Détinger qui comparait aujourd'hui. Faut-il s'attendre à une condamnation pour l'exemple? Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi des notes de renseignement qui montrent un profond changement dans les quartiers, là où les mosquées ont été fermées. Le point sur la loi antiterrorisme en vigueur depuis 2017 tout à l'heure. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF avec aujourd'hui Faiza Ben Mohamed, Nadir Kaya et Ousmane Timera qui seront avec vous pour échanger, décrypter l'actualité. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF et en direct jusque 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce mercredi après-midi. Et comme chaque mercredi, ils sont là, ou presque, notre ami Nadir Kaya. Comment il va notre ami Nadir Kaya? Salut Christophe, bonjour à tous. Oui, ça va, il fait beau, donc ça va, il y a un petit peu de soleil. Donc Président et fondateur de Banlieue Plus et nos quartiers. Tout à fait. Ça, j'ai bien dit, hein. Ouais, je me suis dit, tiens, là, c'est bon, là. Ah, tu vois, je le tiens. Notre Faiza Ben Mohamed, notre niçoise préférée. Salut Faiza. Salut tout le monde, bonjour à tous, auditeurs, auditrices, ravi de vous retrouver. Ah oui, elle aime bien être avec Nadir en plus, tu sais que... Ah ouais? Ah oui, à chaque fois elle aime bien, elle veut Nadir, voilà. Ah ouais, c'est mon binôme, Nadir, c'est le binôme qui a fait le plus d'émissions avec moi le mercredi. C'est ça. Tout à fait. Donc ça veut dire déjà que c'est le plus fidèle. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je suis en joie. Vous devinerez pourquoi, évidemment. Je vais goûter. Hein? Nadir, tu ne sais pas pourquoi je suis en joie aujourd'hui? Alors attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Un truc magique. Ah, j'ai pas regardé, ouais, je commence à saturer avec le foot, moi. Ouais, non mais attends, que c'est pas n'importe quel match quand même. Ouais, c'est un 2-0 à Manchester. Non, mais un match attends, au retour, attends, tu sais, quand on a connu le Paris Barça et Barça Paris. Non mais ça n'a rien à voir, Nadir. Ah ouais, mais attention, les Parisiens sont capables de tout, hein, tu devrais le savoir. Hein. Nadir, Pourtant, ne casse pas l'ambiance. Non, pourtant je supporte un peu le PSG, mais là, franchement, depuis l'histoire des quotas, non, c'est fini, je peux plus là. Manchester, PSG, effectivement, on les a battus chez eux. Et vous savez que c'est la première fois qu'une équipe française bat Manchester chez eux. Et le PSG l'a fait sans Neymar, sans Cavani, avec Kylian Mbappé, bien entendu. Donc c'était formidable, c'était magnifique. J'ai passé une superbe soirée. Voilà, autant vous le dire tout de suite, j'en vous en fais profiter. Bon, allez, c'est parti jusque 18h et on a quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui. Ça nous fait bien plaisir, notre ami Ousmane Timera. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas entendu, notre ami Ousmane Timera. Et il est toujours conférencier. Toujours de passage à Paris de temps en temps. Et quand il vient à Paris, bah évidemment, il est sur France Maghreb 2. Hein. Il vient vous voir, vous dire bonjour, vous saluer et nous donner un petit peu la teneur de l'actualité à sa manière. Notre ami Ousmane, que l'on salue, Ousmane Timera. Bonjour, salam alaikum à tous. Voilà, le micro ouvert. Comment ça va Ousmane? Je vais bien, je suis très content d'être ici. Ouais. Avec vous. Bah pareillement, cher Ousmane. Pour partager des belles pensées révolutionnaires. Oh là, direct. Bon, je te présente Faiza Ben Mohamed qui est donc à Nice, hein, au soleil, elle. Ah. Voilà, et elle est avec nous et donc notre ami Nadir Kaya. Voilà, tout le monde est présenté et tout va bien. Bon, alors on va commencer cette émission par cette question du jour, comme le veut la tradition dans cette émission, le sujet à la une de cette émission du Grand Forum. Ces chiffres, 1796 condamnations et 1422 personnes en attente de jugement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Redoutez-vous une dérive autoritaire et sécuritaire du pouvoir? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez en nous appelant au 01 40 33 9000, mais aussi en répondant sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Vous êtes 79% à le penser, oui donc, sur Twitter, 94% sur Facebook. Un score sans appel, un score à l'africaine, j'ai envie de dire. Hein, permettez-moi. Hein. Mon cher Nadir. Je peux dire à la russe aussi. Oui, à la russe. Oui. Il y a pas qu'en Afrique où non, c'est vrai. T'as raison. Les votants sont généreux. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut craindre une dérive autoritaire et sécuritaire au travers de ces nombreuses condamnations? 1796 quand même, c'est pas rien à dire. Hein. C'est pas un petit chiffre. Depuis le début du mouvement. Hein. Ah oui, non mais c'est clair que Macron s'est radicalisé dans sa façon de faire face aux gilets jaunes.
Et aujourd'hui, on le voit notamment par rapport à cette violence policière et cette violence de façon générale, même si on dénonce tous toutes les violences, mais quand on voit un petit peu le deux poids deux mesures auquel fait face le gouvernement, et notamment le fait de se focaliser que sur cette minorité qui est violente au sein des Gilets jaunes et sans blâmer les comportements inacceptables d'une minorité de policiers, bah ça va faire que radicaliser les positions des uns et des autres et conforter les postures des plus extrêmes, malheureusement. Et je pense que Macron et son gouvernement n'ont pas compris, n'ont pas entendu le vrai message des Français qui souffrent au quotidien, et puis je pense pas que ça va apaiser les choses. Faiza, est-ce qu'on voilà, ce chiffre est important? Est-ce que on peut craindre une dérive autoritaire et sécuritaire du pouvoir en place? Ah bah je crois et je suis persuadée au vu des chiffres que cette dérive sécuritaire, elle n'est pas juste à craindre, elle est déjà en marche. Elle est déjà largement entamée. Oh joli, le en marche là. Ces chiffres, ils sont à ajouter à d'autres chiffres qui ont été donnés hier par Édouard Philippe face à l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui donne ce chiffre de 1796 condamnations. C'est qu'il y a eu plus de 1300 comparutions immédiates qui ont été organisées et 316 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 316 personnes qui ne sont pas jugées, qui sont actuellement incarcérées, à l'image aujourd'hui de Christophe Détinger. Le procès se déroule en ce moment même. Donc en fait, c'est-à-dire que vous avez 1600 personnes qui sont poursuivies en fait, et seulement moins de 200 qui ont été acquittés. Ça veut dire que clairement, il y a même une radicalisation sur les peines qui sont émises. Il y a jamais 80% des personnes à qui on intente des procès qui sont condamnées. Et là, sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a un chiffre de 1400 sur 1600. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Alors Ousmane, tiens, on t'a pas entendu depuis le début, hein, t'es pas venu nous voir depuis ce début de cette révolution, de ce mouvement des Gilets jaunes qui a débuté le 17 novembre dernier. On en est à l'acte 13, Ousmane. Ouais. T'as suivi ça un peu de loin. Quel est un peu ton regard sur ce mouvement des Gilets jaunes? C'est un mouvement que je soutiens. J'ai même écrit un article là-dessus récemment. Et que je considère être au fond l'incarnation de quelque chose de beaucoup plus global qui a commencé entre autres avec les printemps arabes. On a vu aussi avec les Occupy Wall Street, avec ce qui s'est passé au Sénégal lors de l'élection dernière, quand la population s'est levée contre le président Ouad qui voulait ne pas partir, avec la révolution aussi des Burkinabés qui ont chassé le dictateur. En fait, il y a un mouvement global sur le plan planétaire des peuples, une prise de conscience, un refus de plus en plus aigu de la part des populations de subir de l'autoritarisme. Et on le voit en France de façon très manifeste, dans le sens où nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas réellement en démocratie. Ce qui se décide aujourd'hui dans les faits ne sont pas issus de la délibération populaire ou du vote démocratique, voire même de l'Assemblée nationale représentative, mais sont issus d'intérêts oligarchiques qui arrivent à influencer les décisions publiques. Or, moi, il faut quand même réfléchir sur d'où vient le problème. C'est que les élections présidentielles n'ont pas réglé le contentieux, le débat public. Et la manière dont Macron est arrivé au pouvoir est à questionner. Non pas quant à la légitimité du vote, mais quant aux personnes qui l'ont soutenu. La raison pour laquelle il a été mis en avant. Et surtout la minorité qui le soutient jusqu'à présent, qui sont les classes supérieures, ceux qui ont de l'argent. Et donc il y a un antagonisme d'intérêts qui illustre très bien les Gilets jaunes. Et or, est-ce que Macron peut changer? Est-ce que Macron peut prendre en considération la demande des Gilets jaunes? Vu sa configuration et les raisons pour lesquelles il arrive au pouvoir, ça m'étonnerait. Donc il y a une radicalité des deux côtés. Seulement, la radicalité qui est mise en avant par les médias détenus à 90% par ceux qui soutiennent Macron, c'est-à-dire les milliardaires, eh bien, on met en avant la violence, effectivement, de quelques personnes dits Gilets jaunes, et on oublie au fond la revendication réelle des Gilets jaunes, c'est-à-dire un meilleur partage des richesses, une intervention beaucoup plus égalitaire de la part de la population dans les décisions publiques, donc démocratiques, et une justice sociale. Et je termine là-dessus. Ce que subissent aujourd'hui de manière flagrante les Gilets jaunes, c'est ce que les quartiers populaires et les musulmans en particulier ont vécu depuis des années.
Oui. Donc il y a à réfléchir sur le tournant dans lequel nous nous trouvons. On dit que il y a un régime autoritaire qui est en train de se mettre en place ou une dérive autoritaire. Moi je pense que cette dérive était déjà latente et présente depuis fort bien longtemps. Là, elle se manifeste de façon éclatante. Elle se manifeste de façon éclatante et surtout aux yeux du peuple, y compris de la France profonde, quoi, j'ai envie de dire. Et du monde entier. Non, Qui découvre aussi cette violence policière auquel on a pu faire face. C'est pas évident parce qu'on dit éclatante par rapport à des gens comme nous, c'est-à-dire des citoyens qui avons l'habitude, comme le rappelait Ousmane juste à l'instant, qui avons l'habitude de subir tout un ensemble d'injustices depuis des années et qui nous permettent de comprendre aujourd'hui que Macron porte une politique qui est de plus en plus autoritaire. Mais les Français, quand tu regardes aussi les médias ou ceux qui peuvent intervenir régulièrement dans les médias, ils n'ont pas la même vision des choses. Hein. Ils n'ont pas le même regard sur Macron. Donc ils posent la question parce que souvent la question est posée par d'autres personnes, mais globalement les médias et puis tous ceux qui gravitent autour n'ont pas la même vision que nous. Après c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui eux ne connaissent pas la problématique des quartiers, qui maintenant eux commencent à se poser des questions et peuvent. Il y a des dynamiques qui font qu'aujourd'hui les gilets jaunes des quartiers et d'ailleurs se rassemblent par rapport à cette situation et aussi par rapport à notre vécu. Mais globalement, c'est pas évident de dire que les Français voient réellement cette façon de faire qui est une façon de faire inégalitaire et arbitraire parfois. Alors il y a quelque chose d'intéressant à observer, c'est un petit peu le rôle que peuvent avoir les médias. Et alors en ce début de semaine, on se focalise sur les actes antisémites qui seraient donc d'après le ministère en forte augmentation, 74% supplémentaires, alors que dans le même temps on nous dit que les actes islamophobes sont en forte baisse. Faiza, tu confirmes hein, pour ce qui est des chiffres? Oui, sur les chiffres, c'est tout à fait ça, sauf qu'il y a un contexte qui est vraiment différent et qu'il faut replacer en bonne forme. C'est que concernant les actes islamophobes, il y a, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais quasiment jamais de dépôt de plainte en fait. Quand une fille se fait insulter parce qu'elle a un hijab dans la rue, elle va pas porter plainte. Quand une maman, et c'est déjà arrivé, se fait volontairement renverser sur un passage piéton alors qu'elle est voilée, et ben la justice ne va pas reconnaître le caractère islamophobe parce qu'on n'a pas de preuves et parce que même si on le sait, eh ben, pour l'État français, ce n'est pas un acte islamophobe. Il y a des mosquées qui sont régulièrement taguées, qui ne font pas état publiquement de ces tags. Soit il y a déjà eu des croix gammées, des bougnoules, rentrez chez vous, du sang, des têtes de cochon, ou des choses comme ça. Moi, à titre personnel, j'ai déjà reçu même des courriers dans les structures associatives dans lesquelles j'ai évolué avant, avec des lettres anonymes de bougnoules, cassez-vous, plein de fautes d'orthographe, voilà. Et c'est pas des faits qu'on va porter à la justice. Il n'y a pas malheureusement chez les musulmans cette culture, je dirais, de la judiciarisation des affaires d'islamophobie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que chacun prenne conscience que pour pouvoir avoir des chiffres qui sont exhaustifs, il faut pouvoir dénoncer, signaler et poursuivre systématiquement les coupables de discrimination islamophobe. Alors ce qui est un peu gênant, Ousmane, dans le traitement médiatique qui est en train de s'opérer, c'est qu'on est en train de dire ou de faire comprendre que dans les gilets jaunes, il y aurait beaucoup d'antisémitisme. Oui, mais de toute façon, tout pouvoir... Après avoir essayé de dire que c'était l'extrême droite, des homophobes, des extrêmes droite, voilà. Des anti-écologistes. Maintenant, ce sont des antisémites. Des soutiens du terrorisme. En fait, un pouvoir a deux forces pour se maintenir. La force symbolique et la force policière, la force brute. Et c'est la force symbolique qui compte d'abord. La force brute vient après. Et quand un État ou un régime exerce beaucoup plus sur la force brute, c'est qu'elle perd en symbolique. Et c'est là le début de la fin. Là, ce qui est en train de se passer, comme ce qui illustre ces violences policières, c'est en fait la faiblesse du régime, son manque d'autorité et de légitimité. Sinon, il n'y a pas besoin normalement d'utiliser une telle force. Pardon, je te coupe 2 secondes pour te dire que, pour vous dire que Jérôme Rodriguez, qui était un des leaders de ces gilets jaunes, son œil, il l'a définitivement perdu. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est tombé aujourd'hui. Définitivement perdu un œil, Jérôme Rodriguez. C'est grave. Et donc dans cette situation-là, la symbolique de ces politiques-là qui sont injustes, c'est d'utiliser en fait le racisme.
le racisme, l'autre, l'antisémite ici, les homophobes là-bas, pour décrédibiliser l'adversaire. Et donc aujourd'hui, c'est juste une manière de déplacer le fond du débat. Ouais. Au lieu de mettre le curseur sur le social et le démocratique que portent ces revendications-là, on va essayer de porter le curseur sur le sociétal, sur ils nous aiment pas, sur ce sont des racistes. Et ça dit aussi une certaine idée, une certaine image de ce que ces gens-là pensent du peuple. Le peuple s'exprimant ne peut qu'exprimer des choses négatives, dégoûtantes, dégueulasses, et c'est le stigmate qu'ils essayent de mettre en place. Et moi, je me pose des questions Du sur, genre et quelle est l'origine de ces sondages-là? Pourquoi est-ce que ces sondages-là interviennent maintenant dans le débat public sur la question de l'antisémitisme? Quelle relation doit-on mettre? Quelle est la relation de cause à effet entre les actes antisémites ou les actes racistes et les revendications des Gilets jaunes? Il n'y a aucune relation de cause à effet normalement. Or, on met tout cela en place pour décrédibiliser au fond, pour dire à la majorité des Français qui soutiennent ces mobilisations justes, leur dire, vous voyez, vous êtes en train de soutenir des gens violents, il faut vous désolidariser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a des subterfuges, d'où la perte de vitesse des médias. Et si je peux me permettre, moi, pour rappeler juste la petite affaire qui a fait qu'ils ont parlé d'actes antisémites dernièrement, c'est le fameux tag sur ce magasin. Et on a su par la suite que le tag avait été fait la veille. Oui, vendredi, effectivement. Donc rien à voir. Mais ils ont insisté là-dessus. Ouais. Et comme le dit Ousmane, maintenant, aujourd'hui, il est de bon ton, quand on ne peut pas régler une situation, d'avoir des postures anxiogènes et de tout mélanger, et surtout de ramener un petit peu ce qui fait peur à beaucoup de Français, ces fameux propos sur les actes antisémites. Ça avait été déjà le cas aussi au début de l'acte 2 ou 3, je sais plus si vous vous souvenez aussi, il y avait eu des tags aussi lors d'une manifestation, et ils avaient déjà essayé de jouer cette carte-là, mais comme on vient de le dire, aujourd'hui les Français sont plus dupes. Donc aujourd'hui, même s'ils appellent ça encore le complotisme, parce que le fait de ne plus accepter les versions officielles, moi j'en fais partie, mais si on me traite de complotiste, c'est pas un souci, j'assume pleinement. Je n'accepte plus les versions officielles. Et aujourd'hui, quand on voit que le gouvernement n'est pas capable de régler le problème, ce qui est inquiétant, c'est de savoir est-ce qu'il entend, mais il ne veut pas faire, ou alors il entend et il veut faire d'une façon, comment dirais-je, assez maligne pour casser cette dynamique. Et dans les deux cas de figure, en fin de compte, c'est les Français qui vont perdre parce qu'on va encore perdre du temps. Il y a des comparaisons quand même qui sont limites quand on entend certains politiques, et en premier lieu le président de la République qui compare la situation aux années 30 quand même, messieurs. Faiza, ça fait réfléchir quand même, faire des comparaisons de la sorte. Non, mais moi personnellement, ça me fait pas du tout réfléchir. Ça provoque chez moi un rejet de tout leur discours politique et de toutes les informations qu'ils vont pouvoir donner. Au final, ils ont plus aucune crédibilité. On compare aux années 30, alors sans aucune mesure, sans aucune raison. On vient nous expliquer que les Juifs d'aujourd'hui seront probablement encore victimes d'encore d'autres exactions. Non, je suis désolée, il y a des actes antisémites, ils sont à condamner. Ils seront condamnés, j'en suis persuadée, mais il y a une vraie volonté de dépeindre aujourd'hui le mouvement social des Gilets jaunes comme étant des infréquentables. Dans la première phase, ça a été une illustration un peu violente. On les a fait passer pour des violents, des anarchistes, des fous qui voulaient casser la République avec des grands mots, ils s'attaquent à nos valeurs, blablabla, comme si on parlait de terroristes. Et maintenant que ça marche pas, on prend par les sentiments et on fait référence à des choses historiques sans aucune raison. C'est pas parce qu'on a tagué une boîte aux lettres de la Poste, certes c'est grave, certes ce sera condamné, certes c'est écœurant, mais non, on n'est pas dans les années 30. Ousmane, sur cette comparaison de ces politiques qui osent tout finalement. Ils osent tout, mais ils ont raison sur un point quand ils font des comparaisons avec les années 30, mais pas dans leur sens à eux. C'est qu'effectivement, aux années 30, dans les années 20, ceux qui ont conduit la France dans la catastrophe, dans l'étrange défaite, comme dirait Marc Bloch, c'est l'historien, c'est qu'on a en face de nous une oligarchie qui veut maintenir coûte que coûte ses privilèges, qui est responsable de la crise économique dans laquelle nous nous trouvons et du chômage de masse dans laquelle nous nous trouvons, et qui ne pouvant pas sortir et ne voulant pas, n'ayant pas intérêt au fait à ce que nous réglions les problèmes politiques et sociaux et économiques que nous avons, préfèrent aller jusqu'au bout, dans le jusque-boutisme, quitte à provoquer des guerres pour se faire. La Seconde Guerre mondiale, on connaît les causes et les raisons pour lesquelles Hitler a été favorisé. Et les mêmes qui ont favorisé Hitler sont les mêmes qui aujourd'hui nous balancent un certain nombre d'inepties sans prendre en considération la réalité. Ceux qui sont du côté de Vichy et ceux qui sont du côté de De Gaulle
nous les connaissons aujourd'hui. Ceux qui sont du côté de De Gaulle, ce sont les gilets jaunes. Alors, on peut dire qu'il y a tout n'est pas rose. Rien n'est parfait. Mais le cœur de revendication, c'est-à-dire plus de démocratie, plus de justice sociale et plus de partage des richesses, si ça c'est pas républicain, mais qui est républicain à ce moment-là? C'est des valeurs de la République, oui. On comprend rien. Mais Ousmane, revenons à ce chiffre quand même qu'on donnait à 1796 condamnations depuis le début du mouvement. On se souvient d'ailleurs, je sais plus lequel, mais il y a un des actes où il y a eu plus de 1000 interpellations en une seule journée, qui ont d'ailleurs comparu en comparution immédiate. Il y a vraiment une dérive totalitaire, sécuritaire, pour le coup là, que l'on peut constater au travers, je crois, du jamais vu quand même. Je dirais pas totalitaire. Mais autoritaire, oui. Et autoritaire surtout, et sécuritaire. Ça montre l'embrigadement de la justice entre les mains du politique. Il n'y a pas d'indépendance. Ça c'est une question intéressante. En fait, ça illustre au fond, parce que là, on est en train de voir, mais cette dérive a commencé depuis fort bien longtemps. Seulement, elle s'appliquait à des personnes. Quand on a fait des lois exceptionnelles pour aller perquisitionner 8000 familles musulmanes, personne n'a parlé. Mais on a vu, il y avait des personnes qui commencent à dire, mais si on arrive à faire ça là, sans que personne ne bouge, on pourra le faire demain sur toute la population. Ouais. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc quand ça tombe sur le voisin, il faut pas se taire les amis, parce que ça va venir te rejoindre dans ta propre maison. Il faut se battre pour les valeurs universelles de dignité et de justice de notre République et ne pas laisser quiconque qu'il soit président ou autre, les piétiner sous prétexte de politicaille de court terme. Et le cœur de l'affaire, il est le suivant. La France est riche et il y a un problème de partage des richesses, car les politiques publiques sont menées de telle sorte que l'argent produit en France aille dans les mains de quelques dizaines minoritaires de milliardaires. Et ça, c'est problématique. Et c'est ce que les Gilets jaunes mettent en exergue dans leurs revendications. Quand ils dénoncent la taxe, c'est pas qu'ils sont contre les taxes, c'est qu'ils sont contre le fait de taxer le peuple pour que cet argent se transfère dans les poches des plus riches. Au lieu de taxer les plus riches, afin que cet argent des plus riches, qu'ils gagnent sur le dos du reste de la population, serve à financer les politiques publiques. Voilà le cœur de l'affaire. Tout le reste n'est que fumisterie. Nadir. Et pour appuyer les propos qui viennent d'être dits, c'est aussi simple que ça, et tu le vois à travers les sondages, notamment, même si on est parfois dans le doute par rapport à certains sondages, mais aujourd'hui, la très grande majorité des Français soutiennent encore l'action des Gilets jaunes, oui, malgré tout ce qui se passe. Parce que voilà, ce que demandent les Gilets jaunes globalement, et les Français en très grande difficulté, ou même les Français qui ne le sont pas en très grande difficulté, mais qui sont solidaires de cette réalité, c'est aussi, on l'oublie souvent, c'est de la dignité, c'est du respect. C'est pas plus que certains, mais c'est d'avoir un certain minimum pour vivre dignement. Ouais. Et là, ça dépasse toutes les frontières. En même temps, la cote de popularité du président Macron augmente aussi, messieurs, alors qu'elle était descendue au plus bas. Faiza, auprès de qui là? On aimerait bien voir le détail. Faiza, tu me confirmes, hein, les sondages sont là. Macron monte dans les sondages. Il a repris 4 points sur les dernières semaines. Alors ça, il faut vraiment les mettre en perspective avec ces opérations de communication qu'il faut reconnaître comme étant très réussies. Quand il va devant la télé, à la télé pendant plus de 7 heures sur des débats retransmis, peu importe le contenu, on sait qu'il méprise, on sait qu'il va rien mettre en œuvre, on sait que tout est déjà biaisé dans ce débat, je pense. Mais il n'empêche que pour le français lambda, quand on regarde ça d'un œil extérieur, c'est une opération de communication qui est réussie. Emmanuel Macron est aujourd'hui en campagne électorale. Il n'est même pas en train d'organiser un grand débat. Il sillonne la France. Ses ministres sillonnent la France pour, justement, gagner des points dans ses sondages. Et il réussit. Après, je sais pas, il est à combien dans les sondages? Parce qu'il gagne 4 points, mais c'est-à-dire, il est à combien, là? Il était descendu à 29%, après 26%, c'était vraiment très très bas, c'était inédit, hein, même pour un... Et là, il a quoi? Il est à 30%? Et là, il est à une trentaine de pourcents. Ouais. Bon, ça, je veux dire, il a pris 4 points. C'est bien. Il était à 0. Mais je veux dire, le reste, il n'est pas pour autant soutenu. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de base sociale. Et ça, ils s'en sont rendus compte. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est de composer, de recomposer, de se donner une base sociale pour les élections qui viennent. Et là où il va prendre, en fait, c'est du côté de la droite. Parce qu'il monte dans les sondages en raison du soutien de la droite autoritaire.
ceux qui ont C'est toujours toujours été comme ça, du oui, côté oui. du sécuritaire. Même les Donc ce socialistes, sont ceux-là en fait qui sont en train aujourd'hui de le. Je crois pas si bien dire, puisque la de le loi soutenir. Casseur, rappelons-le, vient au départ du Sénat, qui est majoritaire au Sénat, c'est la droite. Exactement. Voilà. Donc en fait, Macron se droitise Ouais. en espérant piquer de plus en plus d'électeurs du côté de la droite. Ouais. Parce que de plus en plus de personnes qui étaient du côté de la gauche, les centres, les bobos, enfin ce qu'on appelle, j'aime pas le bobo, je trouve que c'est péjoratif, mais les gens du centre, de plus en plus, se posent des questions sur la dérive autoritaire avec l'affaire Benalla, etc. Donc le lâche de plus en plus. Ouais. Donc il est en train de faire le plein du côté de la droite. Mais à long terme, à moyen et à long terme, cela n'amènera qu'au désastre. Parce que, revenons à Hollande. Hollande aussi était monté quelquefois dans les sondages. Oui. Il est Bon. surtout descendu quand même. Il était connu Ouais, pour mais il y être avait des fois, il montait. la par pente exemple. descendante quand même. Valls avait une politique Non, de mais droite. après, ça reste des sondages qui sont vachement aléatoires. Il Oui, suffit bon. qu'il y ait un événement sur le moment T qui fasse que dans Exactement. Par exemple, la cote de popularité de Manuel Valls, qui Ouais. reste quand même, je pense, le politique le plus détesté de ce pays, était remonté après son discours du 11 janvier 2015, dans lequel il avait tenté de rassembler la France, blablabla, et qu'il avait fait devant l'Assemblée nationale. C'était, il faut le reconnaître, hein, moi je déteste Manuel Valls, mais son discours était quand même empreint d'une certaine empathie avec le peuple et une volonté de rassembler. Après, ça reste un discours. Macron, c'est un Mais il scandale, n'empêche beaucoup que de ça a choses, hein. réussi à faire remonter sa cote de popularité de manière. Oui, c'est dans l'instant T, artificielle, effectivement. Parce que le naturel l'a rattrapé très rapidement. Hein, mais, Ah oui. Oui. mais voilà, il suffit des fois d'un discours, il suffit d'un mot, il suffit d'un passage à la télé pour changer complètement les codes de popularité. Après, pour revenir à ce que disait Ousmane juste avant moi, sur la question de la droitisation de la politique de Macron, il faut rechercher aussi ce qui se passe depuis plusieurs mois. Qui est le ministre le plus populaire du gouvernement Macron? Vous le savez? Bah, les Français ne connaissent même pas le gouvernement déjà. Qui est le ministre le peu populaire? Ah, moi je sais pas. Moi, C'est je Castaner? Cyril Hanouna Blanquer. Ah, oui. Blanquer. Ouh. Oh. Bah, Ah il oui, faut- il joue Blanquer. tout le monde, Blanquer, l'homme de droite, l'homme de la droite rigide, hein, je veux dire, il met pas, il a pas une politique sociale, il a pas une méthode sociale dans l'éducation des enfants. Il revient au service universel, il revient à une position très dure de la laïcité, il revient à voilà les drapeaux dans les classes. C'est vraiment pour moi la droite dure. Et ben il n'empêche que je sais pas pourquoi ça a l'air de rassurer le Français d'avoir un homme qui tient sa politique d'une main de fer. Et finalement, bah, ça marche. Et pourquoi Macron ne ferait pas pareil dans d'autres ministères? Ousmane, en un mot, avant la pub? Non, en un mot, je pense que tout cela n'est que gesticulation. Ouais. Tant que nous n'avons pas les moyens monétaires on n'a pas de monnaie, donc on peut pas avoir une politique économique pour la croissance. À partir de là, Macron n'est qu'un gesticulateur qui travaille au service d'intérêts particuliers, les plus riches. Faut-il craindre donc une dérive autoritaire et sécuritaire au travers de ces nombreuses condamnations? 1796, c'est le chiffre annoncé hier par le Premier ministre Édouard Philippe depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Vous nous appelez pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000 et a lieu en ce moment, enfin depuis cet après-midi, comparait le boxeur des CRS, donc merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, ça débat y compris en antenne, c'est ça qui est magnifique dans cette émission avec aujourd'hui Ousmane Timéra qui est de passage avec nous aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu Ousmane, hein. Effectivement. Bon, Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed sont avec nous aujourd'hui. Vos appels en direct au 01 40 33 9000. Je rappelle que nous parlons de ces nombreuses condamnations qui sont tombées. Le chiffre a été annoncé hier par le Premier ministre Édouard Philippe. 1796, je le rappelle, condamnations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Du coup, est-ce que vous craignez une dérive autoritaire et sécuritaire du pouvoir? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Vous savez que c'est la journée internationale de la radio aujourd'hui qui a lieu à l'UNESCO. Voilà, donc Dans les beaux quartiers. et on participe d'ailleurs au travers de l'émission Par les femmes, une petite contribution qu'on vous a fait écouter en début d'émission. Donc j'espère que, en tout cas, notre prestation, la prestation de l'équipe Par les femmes va pouvoir, concourir et surtout gagner. Voilà. Alors revenons, si vous le voulez bien, avec vous au 01 40 33 9000. Mais Ousmane, après qu'on a dit tout cela aujourd'hui, on est aujourd'hui le 13 février. Ça a commencé le 17 novembre, cette histoire des Gilets jaunes. On voit que 3 mois après,
ça c'est loin d'avoir fait pchit, comme certains le prévoyaient ou l'avaient prédit. Quelle est la solution maintenant au travers de ce qu'il reste à faire pour le président Macron? Il lui reste encore 3 ans de mandat pour son quinquennat. Quelle est la solution selon toi, Ousmane, qui fera que demain ce mouvement s'arrêtera, peut-être pas définitivement, mais de manière temporaire, pour que ça se calme? Une trêve. Bah, la solution ne viendra pas de Macron. Attends, elle peut pas venir de Macron. Moi, la question, c'est quelle est la solution pour que les Gilets jaunes puissent... Donc, je reformule la question. Quelle est la solution pour que les Gilets jaunes puissent avoir satisfaction quant à leurs revendications? Parce que du côté de Macron, moi, j'attends pas de solution de sa part. L'action que Macron mène, c'est pour intimider et rassurer. Intimider ceux qui voudront venir manifester le week-end prochain, et rassurer ceux qui ont peur de ces manifestations quant à leurs intérêts, c'est-à-dire les plus riches des beaux quartiers. Il y a les commerçants aussi, Ousmane, qui subissent quand même. C'est pas les commerçants. Le fond de l'affaire, ce sont les milliardaires, ceux qui détiennent les médias, ceux qui ont aidé, qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une discussion autour du partage des richesses. C'est de cela dont on parle. Les commerçants, il y en a certains qui vont se plaindre, comme il y a toujours quelqu'un qui se plaint quand il y a une mobilisation de manifestants. Mais le cœur du problème, Macron défend des intérêts. Il faut le comprendre. Donc, moi, je serai à sa place pour défendre les intérêts, je ferai exactement ce qu'il fait. Par contre, si je suis à sa place et que je veux sauver mon quinquennat qui est flingué, parce que son quinquennat est flingué là, ça, il peut plus faire grand chose maintenant. Donc, si effectivement je veux rester dans l'histoire comme un grand président, là effectivement je change complètement de politique et je fais en sorte de dire à ceux qui m'ont fait élire, à ceux qui en tout cas me soutiennent parmi les riches, de leur dire bon, il est temps que vous aussi vous casquez, il faut sortir de l'argent parce que sinon là c'est la révolution. Maintenant du côté des Gilets jaunes, il y a 2 choses. La première des choses, c'est de continuer à se mobiliser, quitte à faire ça pendant 1 an. Les beaux jours arrivent les amis. Vous avez pu tenir pendant tout ce froid. Alors continuez encore parce que les beaux jours ils arrivent. Donc soyez encore plus nombreux. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut effectivement avoir une stratégie. Une stratégie de contournement, pas faire de confrontation directe. La confrontation directe ne mène à rien parce que les policiers, bon, il y en a qui disent que les policiers sont pas responsables parce qu'ils suivent leurs ordres et compagnie. C'est vrai et c'est faux. Moi, je pense que chaque individu est responsable de son acte. On force pas un policier de tabasser une femme qui est par terre. Le policier qui tabasse une femme qui est par terre n'est pas un homme et fait honte à la République. Digne de porter l'uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des gens qui sont par terre, vous les frappez. Bref, donc les manifestants doivent faire preuve de stratégie en termes de manifestation. Choisir les lieux où ils vont. Essayer de contourner la confrontation directe avec les policiers. Et s'il y a une confrontation directe avec les policiers, ne pas se défendre. Je dis bien ne pas se défendre, c'est très difficile de dire de faire ça. Mais le fait de se laisser attaquer par de ne pas résister, de fuir ou en tout cas défendre, tu peux au moins mettre les mains sur le visage quand tu commences à c'est-à-dire de pas attaquer, de pas faire preuve d'offensive. Pour quelle raison? Parce qu'en faisant ainsi, c'est ainsi qu'il gagne symboliquement auprès de la population. Quand quelqu'un est par terre en train de se faire tabasser par les forces de l'ordre, il gagne en sympathie. Sur le plan politique, celui qui frappe a perdu. S'ils répondent par la violence, ils perdent en crédibilité. Après, sur le moment, c'est pas évident. Oui, mais c'est le symbole qui compte ici. Le politique, c'est du symbole. Si à un moment donné, la violence outrepasse les limites et elle est en train d'outrepasser, à un moment donné, tout le monde va dire bon, c'est bon, stop, on arrête. Ouais. Alors que pense Faiza de la proposition pour sortir de la crise de Ousmane Timéra? Faiza, t'en penses quoi? Oui, moi je pense que Ousmane a raison dans ce qu'il dit, mais après, est-ce que Emmanuel Macron aujourd'hui est en position d'apporter une solution? Non, il n'en apportera pas. La position, comme l'a dit Ousmane, la solution ne peut venir que du peuple. Mais après, est-ce que le peuple peut faire quelque chose sans le gouvernement? Ça non plus, j'y crois pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une impasse là. Oui, c'est ce qu'on un peu ressent. On est dans une impasse, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le geste fort que pourrait faire le président Ousmane? Parce qu'à un moment, assemblée, organiser un référendum, changer de premier ministre, je sais pas. Il faudra qu'il fasse quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens qui soutiennent et qui ont l'oreille de Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron son oreille n'est pas du côté de la population, il est du côté d'autres personnes qui viennent lui parler. C'est à un moment donné, ces derniers disent, hop, écoute mon ami là, tu règles ce problème-là parce que là on va perdre des plumes. Tu parles des cercles très proches. Oui, si c'est ceux-là en fait qui doivent craindre ce qui est en train de se passer. S'ils se rendent compte que ces gilets jaunes vont pas rentrer à la maison et que ça leur fait perdre de l'argent, c'est ça qui compte pour ces gens-là. Ben, à un moment donné, ce sont ces gens-là qui vont lui dire hop, mon gars, tu règles ce problème.
Donc tant que ces gens-là n'auront pas, en tout cas, ne craindront pas pour leur propriété, pour leur richesse et leur propriété, eh ben Emmanuel Macron va continuer comme ça, parce que les institutions le protègent. Le jour où à un moment donné, quelqu'un va lui passer un coup de fil, un milliardaire va lui dire bon, bien devant le micro, Ousmane. Mon ami, là on peut plus, là, je perds de l'argent, on perd de l'argent. Il est temps que tu règles ce problème-là. Là, il sera forcé de trouver une solution, soit par la dissolution, soit pour autre chose. Mais le fait il faut le forcer à cela. Embourbée, elle est de la responsabilité totale d'Emmanuel Macron pour la simple et bonne raison que quand ce mouvement est né, ils les ont pris pour des idiots. C'est vrai, c'est leur erreur. Les jaunes ont protesté contre l'augmentation de la taxe sur les hydrocarbures. Si le gouvernement avait réagi tout de suite, immédiatement, à la première manifestation, le premier appel à la mobilisation, au vu de l'ampleur sur les réseaux sociaux, ça a pris très vite. Si le gouvernement avait réagi en disant tout de suite, ok, on va supprimer cette taxe, on a fait une erreur, on le reconnaît. On n'en serait pas là. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, cette semaine-là, on a Édouard Philippe qui va chez Jean-Jacques Bourdin et qui martèle une phrase qui est pour moi la base de tout ce qui va suivre, c'est le cap sera maintenu en dépit de la mobilisation. Le cap sera maintenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Crier, brailler, râler, pleurer, on s'en fiche. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais c'est là l'erreur politique. C'est là où on regarde l'amateurisme de ces gens-là. C'est là où ils scellent l'avenir du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ça veut dire, je m'en fiche, continuer. Et là, donc du coup, il durcit le ton, il fait durcir le ton des Gilets jaunes et il laisse la possibilité aux Gilets jaunes et au mouvement populaire d'élargir leurs revendications et de passer à autre chose. Et là, on voit bien que les revendications, elles concernent maintenant tous les secteurs. Il aurait pu éteindre l'incendie, il l'a pas fait. Nadir. Ouais, en écoutant Faiza et Ousmane, je me dis mais bon. Quoi qu'il va arriver politiquement, c'est réglé, rien ne va changer. Quand on comprend un peu le jeu politique et les intérêts qu'ils ont les uns et les autres à gouverner, et quand on arrive au pouvoir, que ce soit Macron ou une autre personne bien intentionnée, ne lâche pas les rênes comme ça. Et même comme le rappelait Faiza par rapport à la politique qui était dite et déjà affichée, et la détermination que certains politiques et membres du gouvernement avaient déjà énoncé lors des premières manifestations, ça démontre que ces gens-là ne lâchent pas le pouvoir comme ça. Le pouvoir, quand on sait comment ça fonctionne, tu ne le lâches pas comme ça. Preuve en est, il y a des milliers de blessés, il y a des dizaines de morts, ils en ont rien à faire. Le pouvoir, ça se lâche pas comme ça. Maintenant, alors, est-ce qu'on peut pas imaginer, ça peut peut-être faire sourire comme ça, un peu une solution à la vénézuélienne, c'est-à-dire un homme qui dirait aujourd'hui je me présente aujourd'hui comme une alternative sérieuse, je demande à ce que des élections soient anticipées très rapidement et je me porte garant de le mener jusqu'au bout et pourquoi pas d'amener une solution politique à cette situation aujourd'hui qui n'a pas de solution concrète quand on regarde un petit peu le jeu politique. Ouais, mais ça, on la dénonce, cette situation vénézuélienne, on la veut pas non plus. Ah bah non, la France aujourd'hui adhère à cette façon de faire, donc pourquoi pas jouer son propre jeu et dire, un politique qui est aimé de la plupart des Français, un gars comme Chassal, moi j'aime bien, qui m'a l'air honnête, même si on l'a fait passer pour un imbécile. Moi, un mec comme ça, demain, il se présente, il me dit... Qui Chassal? Ouais, le député... Du sud là, ouais, avec son accent là. Ouais, accent. Non, mon ami. Non mais moi je préfère un gars comme ça qui humainement, moi j'adhère à ses propos. Avec lui, c'est un clown. On l'a mis là pour faire justifier le système, c'est quoi ça? Je suis pas d'accord là-dessus. Bon. Mais moi je préfère un clown honnête qu'un politicien bardé de diplômes malhonnête. Parce qu'on voit aujourd'hui que le système... Moi, j'ai un politicien honnête, c'est tout. Ouais, mais ça... et compétent et honnête. Même politicien honnête par rapport au système que tu disais, notamment sur le système politique aujourd'hui, même s'il arrive au pouvoir, on va lui faire comprendre des réalités, et notamment celles de certains lobbies. Donc aujourd'hui, je pense que soit ils font un gars du peuple, quitte à passer pour un clown, qui lui, avec bien sûr le soutien des Français, pourra enfin mener une politique plus juste, parce qu'il visera la majorité des Français et non pas une minorité. Ouais, mais là c'est peut-être utopique comme ça, mais moi je vois pas de solution. C'est même pas une question d'utopique, c'est que le fond on est passé à l'ère, on n'est plus à l'époque de l'homme providentiel en fait. Parce que là, l'enjeu, c'est pour ça que je parlais des printemps arabes, etc. Ah, mais il n'a jamais existé, hein. Ça nous a fait croire ça. Oui, mais il y a quand même eu dans l'histoire des gens qui ont pu, faire un certain nombre de choses, De Gaulle, Napoléon, César et autres, etc. Mais on n'est plus dans cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, l'État, par exemple, n'a plus le monopole de l'information, n'a plus le monopole du secret. On connaît tout ce qui se passe. Et Emmanuel Macron ou Édouard Philippe et autres n'ont pas une expérience de vie qui fait qu'on se dit ces gens-là sont plus intelligents que nous. C'est pas vrai. Ils sont pas plus intelligents que nous. D'ailleurs, la grosse bêtise de la taxe, là, c'est une bêtise d'amateur.
Ah, mais c'est pas de l'intelligence, c'est du savoir-faire, politiquement. Oui, il y a de l'intelligence, du savoir-faire aussi. Ces gens-là n'en ont pas. Donc à ce moment-là, il est temps qu'aujourd'hui on donne plus de pouvoir aux populations. Ouais. C'est ça que les gens veulent. Il faut que le système il change. Parce que demain même un ange serait président de la République, il aurait les mêmes contraintes. C'est-à-dire, il y aurait toujours le même chômage. Il aura peut-être une belle tête. Il sera gentil. Mais il y aura toujours le même chômage, les mêmes inégalités. Une sixième république pourrait régler ça. Pas seulement une sixième république, il faut remettre en cause les cadres dans lesquels nous nous trouvons. Les cadres économiques. Le traité européen notamment. La question de l'euro, parce que les gilets jaunes ne le voient pas aussi. C'est à cause de l'euro qu'on a du chômage de masse en France. On dépend de l'euro sur pas mal de choses. Les contraintes budgétaires dans lesquelles nous nous trouvons servent les plus riches. Donc c'est ce cadre qu'il faut changer. Et les modalités d'élection, ainsi que les modalités de contrôle démocratique des décisions publiques doivent être repensées. C'est ça que les gilets jaunes ne doivent pas s'arrêter. Le problème, c'est que les Français pensent à ça. Tu le vois autant chez les Français qui peuvent être à droite comme à l'extrême. C'est ça. À gauche comme à l'extrême, tous les Français globalement pensent qu'il faut changer le système. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des influences politiques, des idéologies qui s'opposent. Certes. Mais donc c'est pour aujourd'hui, ça que ce qui est bien avec les gilets jaunes. Ouais. Mais là aussi, les gilets jaunes. Il y a du droite et du gauche dans cette affaire. Il y a la France, c'est la France tout court. Donc il faut maintenir la pression. D'accord, mais en termes d'organisation, parce que le souci aussi, et là, c'est qu'il y a des divergences au sein des Gilets jaunes, parce qu'il y a de tout. Il y a cette France qui est plurielle, il y a cette France qui n'aspire pas, c'est normal, tous de la même façon, à des projections. Donc aujourd'hui, de mettre ça à plat, c'est très difficile, et on le voit notamment sur le fait de mettre en avant des leaders. Parce que moi aussi, je pense qu'il faut structurer le mouvement pour son intérêt, pour pérenniser la chose et aboutir à quelque chose de concret. Mais concrètement aujourd'hui, mettre tout ça de façon évidente ne l'est pas réellement. Alors, si vous le permettez, quelques informations quand même à vous donner. Et les suites judiciaires du mouvement des Gilets jaunes, on en parle. La mise en examen hier soir de l'homme soupçonné d'avoir incendié un véhicule de la mission antiterroriste Sentinelle samedi dernier, en marge de la 13e journée de mobilisation à Paris. Il a été placé en détention provisoire pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée, puis une mise en examen aussi qui s'ajoute aux interpellations un peu plus tôt de 6 personnes après l'intrusion dans les locaux de Griveaux le 5 janvier dernier. Le conducteur présumé de l'engin de chantier qui avait défoncé le portail et la grille d'entrée du bâtiment notamment était placé en garde à vue. Tout ça évidemment s'ajoute à ces nombreuses condamnations bien entendu. Alors lui, il s'était fait remarquer lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Christophe Détinger comparaît aujourd'hui pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Christophe Détinger, c'est cet ex-boxeur qui s'est rendu donc tristement célèbre pour des images démontrant en train de frapper 2 gendarmes sur une passerelle au-dessus de la Seine. Ces images ont évidemment fait la tournée des médias. On en est où, ma chère Faiza? Parce que la comparution, le procès a commencé à 13h30 tout à l'heure, hein. Alors, il est toujours en cours. Tout le monde a pu visiblement s'exprimer. Après, je ne sais pas si le délibéré sera rendu ce soir ou si ce sera mis en délibéré pour une date ultérieure. Mais écoutez, il a réitéré ses excuses. Il a dit que il vient d'expliquer à la présidente qu'il a voulu défendre une femme. Cette femme, elle a aussi témoigné pour le procès en disant qu'elle avait été agressée par les gendarmes et que Christophe Détinger était venu la défendre. Il s'est excusé en expliquant qu'il avait voulu empêcher une injustice et que malheureusement il en avait créé une autre. Il a fait son mea culpa, quoi. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore la suite des événements ni la peine qui a été requise par le procureur, qui sera requise par le procureur parce que c'est pas encore arrivé. Moi, je crains que malheureusement, au vu de la médiatisation, au vu aussi de du condamnation pour l'exemple. Ouais, moi, je vois difficilement comment la justice pourrait ne pas céder. Alors je sais qu'on dit que la justice est indépendante, mais pour moi ça reste un leurre. Je vois difficilement comment le tribunal ne pourrait ne pas céder aux pressions politiques qui ont été mises, ne serait-ce que via des postes. Il y a eu beaucoup d'ingérence dans cette affaire. Le ministre de l'Intérieur qui demande une condamnation exemplaire, qui demande une sévérité. La ministre de la Justice, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de membres du gouvernement qui se sont mêlés de cette affaire, c'est une intrusion. Alors, si on y ajoute, mon cher Ousmane, que ce même jour, ce même acte, de l'autre côté, à l'autre bout de la France, j'ai envie de dire, à Toulon, si je ne m'abuse, un policier, c'est pas un policier d'ailleurs, c'était un
commandant, commissaire. Non, c'est pas un commissaire. C'est un gradé, en tout Un cas. commandant. Un commandant, voilà. Un commandant, eh bien, a fait exactement la même chose. Et je dirais même que c'est encore plus grave parce que lui, il est quand même censé représenter l'ordre et à savoir donc montrer l'exemple. Il a boxé 3 personnes lui, et lui, il est toujours en liberté, Ousmane. Nadir. Ouais, non, il paraît qu'il est suspendu. En général. Oui, mais il est en liberté encore. Ouais, mais pour les policiers, bah oui, mais à qui le dis-tu quand on parle des violences policières, on sait de quoi on parle en banlieue. Mais les policiers sont souvent comme ça mis à l'écart, suspendus. Puis on oublie l'affaire. Et puis en général, ils ont au mieux du sursis et au pire, ils ont rien du tout. Donc moi, je m'attends pas à grand chose. Tout à l'heure, tu donnais le chiffre de plus de 1000, pratiquement 2000 personnes qui étaient en lien avec la justice et qui devaient rendre des comptes. Bah, j'aimerais qu'on nous donne aussi les chiffres correspondant aux policiers qui ont violenté injustement des citoyens, et notamment celui qui a tiré dans le balcon de la vieille dame Zineb Redouane à Marseille et qui est mort suite à ce tir. Tu te souviens, on avait évoqué la chose la dernière fois et je sais plus qui avait dit sur l'antenne que en fin de compte Macron ou un politique s'était positionné en disant que il y avait eu aucun tir et que ça venait pas de la part de la police. Et 2 jours après, on a eu l'autre version officielle qui démentait les propos de Macron ou d'une autre personne. Donc moi j'aimerais que pour une question de justice comme ça, ce n'est pas pour taper sur les policiers, mais ça permettrait aussi quelque part de faire comprendre à tous les Français que la justice c'est la même pour tous. Ce n'est pas le cas en 2019. On le voit encore là aujourd'hui. Il y a la justice rapide, express pour les gilets jaunes et pour ceux qui le méritent, tant mieux. Hein, mais pour ceux qui sont victimes de la police, non, là je suis pas d'accord. Il faut arrêter le 2 poids 2 mesures. La justice doit être la même pour tout le monde. Et les policiers, quand ils sont pas exemplaires et qui ont des comportements de délinquants, ils doivent être encore, je crois même la loi le prévoit, sanctionnés plus fermement que le simple citoyen. 2 poids 2 mesures, Ousmane, là, dans cette histoire et les faits qu'on relate, parce qu'on s'intéresse qu'aux faits. Hein. Les faits, rien que les faits. Oui, 2 poids 2 mesures, mais c'est évident, mais c'est pas la première fois. Moi, je pense qu'il est temps que nous arrêtions de croire aux fables de la liberté, de l'égalité et fraternité de la France. Celle de La Fontaine. Non, ça n'a rien à voir. Celle de La Fontaine, malheureusement, est bien plus belle. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il faut qu'on enlève le voile de nos yeux sur le plan idéologique. Non, tu vas pas t'y mettre, hein, toi aussi. Et qu'on comprenne, et qu'on comprenne au fond les rapports de force qui existent au sein de nos sociétés, qui font que la justice, à un moment donné, se transforme en garant de l'ordre telle qu'elle est. Elle est, à ce moment-là, dans les moments de tension, c'est à ce moment-là qu'on voit si un pays est véritablement démocratique et établit une justice véritablement équitable. Les plus riches, souvent, ne partent même pas faire un tour en prison. Quand ils y vont, c'est juste être dans des prisons assez spéciales. D'ailleurs, ils n'y vont jamais. Par contre, il suffit qu'une personne se fasse choper avec du hashish ou se fasse chauffer par dans le cas par exemple des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens du peuple, quand ils se font attraper par la police, contrôle au faciès, le contrôle au faciès, ils se font tabasser, ils se font insulter et ils vont souvent faire un tour. Ils se font tuer des fois. Ils se font tuer. Et donc il faut qu'on comprenne. Le problème c'est, on est étonné de ce qui se passe avec la justice. En fait, on devrait être étonné. Elle est indépendante ou pas, Ousmane, cette justice? Elle n'est pas indépendante. Elle est entre les mains d'une caste, de personnes qui ne sont pas représentatives de la société française, qui sont issues d'un certain milieu socio-culturel assez élevé, qui connaissent pas les personnes qui sont en train de juger. Du coup, c'est la justice expéditive. C'est que c'est même sur le plan sociologique qu'il y a un problème. Au niveau du recrutement de la justice. Si je peux me permettre, vite fait, Adama Traoré, ça fait plus de 2 ans qu'il est mort entre les mains de certains gendarmes. Toujours pas de procès. C'est un truc de dingue. Et il n'y en aura pas. Plus de 2 ans. 2 ans. Et il y a des cas comme ça, il y en a une centaine en France depuis 30 ou 40 ans. Et quand tu dis ça à certaines personnes, les personnes sont choquées, ou alors sont même ta famille. Et puis on te traite même de faire de la victimisation quand tu dénonces des réalités. Comment Faïza, tu disais? J'ai dit, pour Adama Traoré, c'est même pas qu'il n'y a pas de procès, c'est qu'il y a carrément pas de mise en examen. En fait, il y a rien. Ouais, il y a rien. Je crois que les gendarmes ont été entendus au bout de 2 ans. Ce meurtre n'existe pas, en fait, de la justice, il n'y a rien. Donc c'est là où à un moment donné, moi je pense qu'il faut effectivement soutenir ce mouvement-là. L'une des stratégies que le mouvement des Gilets jaunes devrait aussi adopter, alors eux ils ont décidé de se concentrer sur ce qui fait unanimité parmi eux. Donc tout ce qui concerne le contrôle au faciès, le racisme, etc., ils ont décidé de ne pas le prendre en considération. Pour l'instant, parce qu'ils disent que c'est objet de division entre eux. Mais il faut qu'ils élargissent leur base. Il faut que d'autres forces
mobilisables dans la société les rejoignent. Et donc il faut qu'ils aient un certain nombre de revendications qui permettent d'intégrer ces gens-là. Ce qui n'est pas encore le cas, c'est difficile pour eux, parce qu'il y a des gens d'extrême droite qui veulent pas entendre parler des questions de racisme et de Ousmane, je me permets, de banlieue, je ne sais quoi. J'ai assisté à des réunions gilets jaunes en banlieue et il y a des convergences qui se font depuis très longtemps maintenant. Oui, c'est ce que j'ai entendu de la part d'Almami Kalmouté. On le fait et ils sont là depuis le début simplement. Ils sont là effectivement. Ils sont là. Et je pense même que c'est même honteux de demander si les banlieues font partie des gilets jaunes alors que ça concerne toute la société. Oui, mais ça, on a l'habitude de ce traitement-là. Mais je pense quand même que... Il y en a qui veulent pas, hein. Il y en a des gens de banlieue, des représentants qui disent il faut pas y aller, et il faut pas aller vous mêler à la manifestation. On pouvait l'être au départ. Moi, j'étais sceptique, tu te souviens, lors de l'acte 1, parce que quand je te dis qu'on commence à connaître le jeu politique et les manipulations, et même celles au sein de certains responsables associatifs de banlieue, qui sont politisés, qui sont sous l'influence de certains responsables politiques locaux, qui font qu'aujourd'hui ils sont pas neutres. Mais avec le temps, en ayant participé à certains mouvements et manifestations avec d'autres, bien sûr que c'est le moment. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a été incapable pendant 30 ou 40 ans d'unir les cités, les quartiers par rapport à toutes les inégalités, les violences qu'on subit. Donc là, aujourd'hui, s'ils n'ont pas compris que c'est l'opportunité pour mettre en exergue tout ça, on n'y arrivera jamais. Faiza, une petite information intéressante qui est tombée et qui arrange pas les affaires de Jérôme Rodriguez, qui, je le rappelle d'ailleurs, soit dit en passant, a perdu définitivement son œil. C'est vraiment triste. Faiza, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le sang retrouvé sur la balle n'est pas celui de Jérôme Rodriguez? Alors voilà, c'est ça. L'avocat de Jérôme Rodriguez avait transmis à l'IGPN pour enquête une balle de LBD 40 qui avait prétendument, ou en tout cas c'est ce qu'évoque l'avocat, éborgné son client. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, le rapport d'expertise révèle que le sang qui se trouvait sur cette balle de LBD n'est pas celui de Jérôme Rodriguez. Bon, après moi, à mon sens, ça ne veut pas dire que c'est... Oui, bien sûr. Non, mais c'est un élément important. Bon. D'autant qu'elle a circulé de main en main pendant plusieurs jours avant d'être transmise à l'IGPN. Mais en tout cas, comptez sur le gouvernement pour faire sa petite propagande là-dessus, parce que évidemment. Si ça arrange pas quelqu'un, c'est bien Christophe Castaner, c'est parce que cette blessure, elle intervient au lendemain de l'annonce par le ministère de l'Intérieur de la généralisation du système de caméras pendant les manifestations. Or là, on sait que s'ils ont tiré au LBD 40, les caméras n'étaient pas allumées, on n'a aucune image, donc le processus n'a pas été respecté, donc ça arrange bien le gouvernement de pouvoir faire croire à un éclat de grenade de désencerclement. Merci Faiza pour cette info. Je sais pas si on a le temps, mais Nadir... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que c'est la pub. On peut en parler si tu veux juste après la pub, bien entendu. On va accueillir aussi nos auditeurs au 01 40 33 9000. On fera un petit tour par le Venezuela parce qu'il se passe des choses. Un petit tour par l'Algérie, tiens. Le 5e mandat, on en parle toujours et encore. Et puis la loi antiterroriste aussi. Il y a eu 27 mosquées fermées quand même depuis 2017. Qu'est-ce que ça a changé? On y revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ils sont là tous les trois aujourd'hui. Faiza Ben Mohamed, notre niçoise, qui nous envoie du soleil de Nice et de la Côte d'Azur. Il fait beau, chez toi, Faiza, aujourd'hui. Comme d'habitude, Super beau. À Paris aussi, non? Oui, à Paris aussi, mais il fait froid quand même, c'est un peu l'hiver en même temps. Mais bon, c'est toujours mieux là-bas. Sur la Côte d'Azur. Ousmane Timéra, conférencier qui est avec nous aujourd'hui, de passage à Paris. Tu voyages beaucoup en ce moment, Ousmane, Ouais. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on dit des gilets jaunes là-bas dans les différents pays où tu te rends? Ils disent qu'ils ont raison. Ah ouais? Et ils disent on devrait faire pareil. C'est un peu plus compliqué peut-être. Ça dépend. Ouais, et puis Dakar, Bamako surtout. Ouais. L'Afrique de l'Ouest surtout. L'Afrique aussi, ils sont gilets jaunes depuis toujours. Mais les Africains. C'est les mêmes problèmes qu'il y a. Ceux qui maintiennent l'Afrique sous leurs bottes sont les mêmes qui martyrisent les peuples en Europe. C'est les mêmes intérêts. Et eux, ils ont intérêt à nous opposer en disant les immigrés, les noirs, les musulmans, les arabes et autres, etc. Alors on va faire une petite on va un peu feuilleter un peu l'actualité parce que Ousmane, ça fait un petit peu longtemps que t'es pas venu. Justement, alors on parle de ces gilets jaunes, mais il y a quand même eu une affaire qui a quand même embarrassé l'exécutif et en premier lieu le chef de l'État au mois de juillet dernier, c'est cette fameuse affaire Benalla. Et là on parle d'acte 13 pour les gilets jaunes, on en est à je ne sais quel acte pour en matière de révélation en tout cas dans cette affaire Benalla. Chaque jour un nouvel épisode. Si on avait voulu créer une série Netflix à Hollywood, on n'aurait pas fait mieux. Non, mais je suis sûr qu'un jour il y a quelqu'un qui va faire une adaptation aussi. Ouais, c'est clair. En tout cas, fabuleux ça. Je crois qu'ils sont en train de tourner là déjà. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ousmane, sur cette affaire Benalla, parce qu'on t'a pas entendu là-dessus.
Non mais ça dit encore une fois ce que je viens de dire. Benalla a compris que c'est pas à l'Assemblée nationale ni dans le jeu démocratique que les choses se décident. C'est pour ça qu'il se moque du Sénat. Il sait très bien que le Sénat ça sert à rien. Les institutions qu'on a ne servent à rien du tout. Le vrai pouvoir se trouve ailleurs. Et ce ailleurs-là, il sait où il sait, et il est en collaboration avec ces gens-là, premièrement. Deuxièmement, ça dit quelque chose, justement, de la nature du pouvoir de Macron. Macron, c'est juste une personne qu'on nous a montré sur du papier glace, mais dont on ne connaît rien en réalité. C'est un produit marketing. C'est un produit marketing, en fait. Et là, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, derrière ce personnage, sans doute sympathique, je le connais pas, mais on nous a vendu une figure pour mieux cacher d'autres réalités beaucoup plus sombres. Parce que pour qu'un mec comme Benalla puisse faire ce qu'il est en train de faire, déjà au passage, on se plaint du fait que Benalla est frappé en se faisant passer pour un policier. Sous-entendu, si c'était un policier, il avait le droit de frapper les gens. Donc juste ça déjà, ça montre à quel point on est dans n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La personne humaine est sacrée, personne n'a le droit de le frapper. Même un policier n'a pas le droit de me frapper, sans aucune raison valable. Et donc, de ce fait, on a accepté l'idée qu'un policier pouvait tabasser des gens, c'est normal. Par contre, ce qu'on reproche à Benalla, c'est de s'être fait passer pour un policier. Je reviens, Benalla n'est que le côté apparent d'un iceberg beaucoup plus sombre, qui indique des réseaux et des pratiques inconnus et des pratiques qui sont à questionner, à enquêter. Le problème, c'est est-ce qu'il y a des journalistes qui font des véritables enquêtes? Parce que l'affaire Benalla et les différentes personnes qui tournent autour de Benalla, ont essayé, comme Mediapart, ils sont perquisitionnés. Ils ont essayé, mais je veux dire, même Mediapart, moi, je les aime bien. Mais par exemple, quand aujourd'hui on sait que on connaît les liens étroits qu'il y a entre Xavier Niel, patron de Free, le patron de Free, Bernard Arnault, LVMH et Emmanuel Macron. Ça, on nous l'a pas dit. Et ils savaient tous les journalistes du coin là, même Edwy Plenel était au courant qu'ils se connaissaient. Je pense que les Français le savent. Il y a eu déjà des émissions, des enquêtes où on a mis en avant tous ces liens qu'il y avait entre certains hommes politiques, certains médias. Moi, je la connais pas. Certaines personnes du pouvoir économique. Au moment de la campagne présidentielle, on nous a pas parlé de ça. On nous a parlé d'un mec brillant qui est monté, qui était passé chez Jacques Attali, compagnie, qui est devenu. Qui a fait des classes, c'est classe. Mais on nous a pas parlé de ces relations-là. On nous a pas parlé qu'il y avait une dame qui s'appelle Mimi Marchand et qui, au passage, je vais pas rentrer dans les détails, qui a vendu l'image de Emmanuel Macron. Si on nous avait dit ça depuis le début, peut-être qu'on aurait réfléchi à. Je pense qu'à un certain niveau, ils devaient le savoir quand même. Non mais après le peuple, oui, mais bon. Moi je parle du peuple. Moi, bien sûr qu'il y avait des gens qui le savaient. Oui, mais quand on regarde parmi eux des journalistes, on sait très bien qu'on ne devient pas président du jour au lendemain. Non mais c'est sans avoir une base politique. Non, on nous a dit ça. On nous a dit. Ça aurait dû déjà. On nous a dit le mec. Il a pas de parti, il a monté son parti, ni droite, ni gauche. Il a demandé des dons à des milliers de personnes et c'est eux qui l'ont donné. Là, on sait que non, c'est pas ça qui s'est passé, ce sont des richissimes personnes qui lui ont donné de l'argent. Donc, je termine là-dessus. Oui. Il y a une oligarchie qui commande et toute oligarchie agit toujours dans l'ombre. Alors, un petit tour avant de partir au Venezuela et puis avant de revenir sur la loi antiterroriste avec non pas 27 mosquées mais 7, c'est déjà beaucoup, qui ont été fermées depuis 2017. Un petit tour par l'Algérie parce que on a appris dimanche par un communiqué à l'agence de presse algérienne que donc le président en poste depuis 1999, donc 20 ans de pouvoir, c'est la plus longue durée quand même. Bouteflika ? En Algérie, oui, 99. On est en 2019, ça fait 20 ans, messieurs. J'étais même pas né. Eh oui, absolument. Il y en a que cette jeunesse d'ailleurs qui est en grosse majorité en Algérie n'ont connu que Bouteflika, pour la plupart. Eh bien, se représente pour ce fameux 5e mandat. Ousmane, alors Faiza d'abord, tiens, sur ce 5e mandat, Bouteflika, est-ce qu'il faut craindre on voit d'ailleurs que sur les réseaux sociaux ça commence à bouger. J'en profite pour vous dire que le port d'Alger apparemment serait en grève aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre peut-être à ce que la jeunesse algérienne n'accepte pas ce fameux 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, Faiza? Mais je crois qu'il n'y a pas que la jeunesse algérienne qui n'accepte pas cette candidature. Alors c'est pas un rejet de la personne de Bouteflika parce qu'il reste quand même très aimé de son peuple. Mais le pauvre, moi, s'il y a quelqu'un, la première victime dans cette candidature, c'est lui. Les gens ne le laissent pas. Les gens qui le poussent et qui le maintiennent en place
ne le laisse pas se reposer, ne le laisse même pas, j'ai envie de dire quelque chose qui va choquer, ne le laisse même pas mourir tranquillement. Ce monsieur, il va vivre comme ça jusqu'à son dernier souffle, porté de manière artificielle, pour gouverner un pays qu'il ne peut pas gouverner, qu'il ne gouverne déjà plus depuis des années. Il y a des gens qui sont à la manœuvre, qui ont un intérêt à le maintenir en vie, si on peut appeler ça en vie, miskin. Mais c'est vraiment dramatique, mais même pas que pour la jeunesse. Bouteflika a fait beaucoup pour son pays, il a fait améliorer la condition des jeunes, mais aujourd'hui, il faut que dans certains pays africains et maghrébins, que le pouvoir puisse passer d'une main à une autre de manière complètement sereine et dépassionnée. Là, c'est pas le cas. Cette candidature est un drame pour l'Algérie, pour sa jeunesse, pour sa vieillesse et pour Bouteflika lui-même. Nadir, là-dessus, sur l'Algérie, sur Bouteflika, est-ce que c'est la candidature de trop? C'est dommage, t'es de bonne humeur. Et puis là, tu me poses une question qui est un peu dérangeante pour un nationaliste comme moi. Un pro Bouteflika, surtout quand on connaît un petit peu l'homme et non pas les on-dit des uns et des autres. Et donc l'histoire de Bouteflika, et ce qu'il a pu faire pour l'Algérie, notamment par rapport aux années noires. Mais c'est vrai que si il s'avère qu'il est réellement malade et incapable de gouverner le pays. Bah, il est malade, Nadir. Comme je t'ai dit, Christophe, moi avec le temps j'ai appris à juger les gens quand je pouvais les connaître ou quand j'ai pu faire des choses avec eux. Je pense qu'il est malade, je pense qu'il n'est pas en capacité de gouverner complètement et totalement. Mais aujourd'hui, la complexité de l'Algérie en interne, c'est déjà assez particulier. Et quand on voit un petit peu le jeu international et la volonté de certains pays à déstabiliser l'Algérie, tout est bon aujourd'hui pour discréditer Bouteflika. Ouais, mais ça moi, je dis qu'il faut être non, mais c'est comme pour la France un petit peu. Il y a des parallèles avec la France. Ouais. Qui aujourd'hui est en mesure de gouverner en Algérie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je rappellerai c'est un pays qui est très riche par rapport à ses ressources, mais qui est très pauvre malheureusement par rapport à sa population et aussi à sa mauvaise répartition des richesses. Mais ça, c'est aussi la corruption, c'est aussi l'histoire qui veut ça, c'est aussi beaucoup de choses qui sont à l'origine de ça. C'est surtout l'armée qui veut ça. Il n'y a pas que l'armée, il y a aussi des influents qui ne sont pas issus de l'armée et qui sont néfastes pour les Algériens. Les Algériens le savent très bien, mais c'est comme tout. Il n'y a pas d'homme providentiel, on en parlait tout à l'heure. Moi j'aime Bouteflika, mais un pays ça se dirige pas tout seul. Il faut aussi un peuple, il faut aussi que les Algériens prennent aussi les responsabilités qui sont les leurs, comme en France. Il faut certes chercher un homme qui corresponde aux attentes des uns et des autres, mais après il y a un travail du quotidien. Et les Algériens, pour être très critique aussi vis-à-vis des Algériens, ont beaucoup de travail à faire avant de croire en un homme capable de résoudre tout ce qui n'a pas été fait depuis l'indépendance. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Et là, je demande à tous ceux qui nous écoutent de nous trouver la réponse. Quand Bouteflika est arrivé en poste, il me semble qu'il a changé la Constitution pour lui permettre justement de se représenter. Alors, je sais plus, c'est pour le 3e ou le 4e mandat. Il l'a changé d'ailleurs à plusieurs reprises, donc il l'a changé quand même en sa faveur régulièrement. Et là, aujourd'hui, quand même, on a affaire à quelqu'un qui effectivement et vraisemblablement est malade. Ça fait 20 ans qu'il est en poste. Vous n'allez pas me faire croire ici qu'il n'y a pas une personne capable de pouvoir diriger ce pays, quelqu'un de valide, quelqu'un qui soit capable de recevoir comme il se doit, ses homologues. Les images de Angela Merkel qui est obligée de faire demi-tour. Je vais faire un parallèle. Le président est malade. Là, tu m'as cherché dans mon algérianité. Tu m'as cherché dans mon algérianité. Alors, certes, on a un président malade et pratiquement absent, mais en France, on a un président en bonne santé et omniprésent. Et la situation française, je pense, sur certains points, ils n'ont pas de leçons à donner aux Algériens en termes de démocratie et de façon de gérer un pays. Si, je crois quand même, il y a des leçons à donner à l'Algérie en termes de démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Algérie, il faut être honnête quand même. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai bien parlé de certains points. Non, mais il y a tous les points. Ousmane, dans tous les points. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, parce que là, vous êtes en train de dire, au fond, s'il y avait un jeune homme valide, si Bouteflika était un jeune homme valide, vous direz, il n'y a pas de problème. Ce que montre cette affaire, c'est plus compliqué que ça. Non, mais ce que montre cette affaire, et ça montre l'impunité au fait du système, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ils vont même pas changer les apparences. C'est qu'en réalité, c'est pas le président élu qui décide, c'est une mafia. C'est tout. Tout à fait. Et donc le gars, il peut être malade, mais même on peut même montrer un squelette devant les gens. De toute façon, ça marchera. Donc le fond de l'affaire, c'est que la démocratie n'est qu'une mascarade dans nos pays musulmans, africains. Donc il faut reparler de la réalité. C'est pas des élections qu'on a en face ici. Le véritable pouvoir se trouve dans le pouvoir économique et dans le pouvoir sécuritaire.
Et la question est la suivante. Dans la justice sociale. Est-ce que, oui ou non, avant même de parler de justice sociale, la question est la suivante. Est-ce que, oui ou non, nous voulons une souveraineté populaire basée sur les désirs du peuple? Si c'est ça que nous voulons, ce système doit tomber. La question est la suivante. On a essayé la vraie démocratie en Algérie. Parce que le printemps arabe, faut dire, elle a pas commencé qu'en Tunisie. Elle a surtout commencé en Algérie. Absolument. Et ils ont goûté à 10 années de guerre civile. C'est pour ça qu'en fait tout le monde a les chocottes. Et c'est pour ça que les gens en face disent, de toute façon, ils ont tellement peur qu'on peut laisser même un malade nous diriger, ils vont pas bouger. Parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Donc, on est dans une impasse. Ousmane, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas que la peur, hein. C'est pas que la. Non, mais les gens peur, se disent quoi? Parce qu'on a déjà fait notre révolution, on l'a essayé. On a eu des centaines de milliers de morts. C'est ça que les gens se disent. Tout à fait une révolution. Dans ces cas-là, il faut qu'ils se révoltent alors. Attendez, on peut pas essentialiser. C'est ce que je disais. Oui, fais ça. Prendre leur responsabilité par rapport au peuple. Comment? Si Bouteflika depuis des années il fait ce score-là, tout à l'heure Christophe, tu as évoqué quel score? Qu'il a changé la constitution pour pouvoir être réélu. Oui. C'est aussi, et s'il a été réélu avec les forts scores qu'on connaît, qui sont presque qui sont des scores africains, hein, il faut le dire. Mais c'est avant tout, il faut reconnaître à Bouteflika le fait qu'il a fait beaucoup pour son pays. Après, on peut pas dire. Mais qu'a-t-il fait pour son pays, les amis? On peut pas dire il y a pas de démocratie aujourd'hui en Algérie. Certes, il y a des failles, certes, il y a des difficultés, il y a un monde qui n'est pas ce que nous connaissons, nous occidentaux entre guillemets. C'est sûr, on peut pas transposer notre modèle avec celui d'un. Non, mais c'est pas une question de modèle, hein. On n'a pas parcouru tout ce qu'on a passé ici en France, dans d'autres pays. Enfin, ça, c'est pas une question de modèle. C'est qu'on parle pas de modèle. C'est quoi la démocratie? C'est quand le peuple décide. Est-ce que le peuple algérien décide? Celui qui dit oui, se voile la face. Il n'y a pas de démocratie en Algérie et il n'y a pas de démocratie dans tous les pays arabes. Pour deux raisons. La première raison, quand on parle de démocratie, c'est pour décider. Décider de quoi? On n'a pas la monnaie. Donc là, tu me rejoins tout à l'heure quand on n'a pas les frontières que nous avons. France, parce que tu me disais qu'il n'y avait pas de démocratie. Mais je fais le même parallèle. Ah, voilà. Je fais le même parallèle, sauf qu'au moins la France, comme il y a une pression, on essaie quand même de garder un certain nombre de principes. Oui, et puis il n'y a pas la même histoire. Il n'y a pas le même rapport aussi à la démocratie. Effectivement, mais dans nos pays musulmans, et en l'occurrence en Algérie, dire qu'il y a de la démocratie, ça n'est pas aider les Algériens. Au moins, soyons honnêtes sur le diagnostic. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous dites, ça fait 20 ans qu'il est là. Juste ça, c'est problématique. 20 ans au pouvoir? Mais quelle personne peut rester 20 ans au pouvoir sans aux la Algériens force de prendre leurs responsabilités. Alors on accueille Mohamed, si vous permettez. On fait une petite passe à Mohamed, hein, qui nous attend au téléphone quand même, parce qu'on n'a pas pris beaucoup de monde, hein, vous êtes tellement bavard. Mohamed, bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. De Paris, Mohamed, alors, qu'est-ce qui vous fait réagir, cher Mohamed? On vous écoute. Exactement, moi j'ai vécu en Algérie, donc je suis là depuis quelques années, je suis étudiant. Oui. En fait, le problème en Algérie, c'est que le pouvoir, il a acheté le peuple. J'étais une personne politique en Algérie pendant, donc je sais bien qu'est-ce qui se passe réellement, c'est que le pouvoir, il a acheté le peuple. Comment il a acheté? Par exemple, Bouteflika, il a effacé 40 milliards de dinars de dettes des agriculteurs, un exemple. Donc, il faut juste aller dire aux agriculteurs que si le pouvoir change, vous allez payer les dettes. Hein, d'ailleurs, ce qu'ils faisaient les gens qui soutiennent Bouteflika, c'est du chantage. Il a donné presque pour chaque Algérien 50 000 euros, l'équivalent de 50 000 euros comme un crédit, on appelle l'ANSEJ. Non, on peut pas dire ça. L'aide pour les jeunes. Déjà Nadir, il n'est pas content, Nadir. Non, on peut pas dire qu'il a acheté le peuple. Attendez, Mohamed, Nadir n'est pas d'accord. Non, mais on a parlé de corruption, moi j'ai pas de souci à vous dire qu'il y a de la corruption en Algérie, bien sûr, et comme le disait Ousmane, dans tous les pays arabes, musulmans, démocratie ou pas, c'est des gens qui sont pas à l'image de leur religion pour certains d'entre eux, et ce qui fait qu'aujourd'hui tous ces pays ne fonctionnent pas parce que ils sont pas garants de leur religion pour la plupart d'entre eux. Après, au-delà de l'aspect religieux, c'est toujours pareil, quand un pays ne fonctionne pas et qu'on voit que depuis des années ça ne fonctionne pas, qu'il y a de la corruption, après il faut prendre ce qu'on appelle des responsabilités, et ça c'est pas donné à tout le monde, parce que prendre ses responsabilités c'est pas juste de dire je suis conscient d'une situation, c'est aussi d'avoir le courage de participer à un changement, mais ça c'est pas donné à tout le monde. Autant je suis comme tous les Algériens fier d'être mon pays, comme n'importe quel pays, et en général on est tous fiers de notre pays, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les Algériens, sur le peuple en termes d'éducation. En fait, on peut dire que le pays il est magnifique, il est beau, mais les Algériens, c'est très dur aussi quand il faut travailler, quand il faut être sérieux. On parle d'éducation, on parle de santé, on peut parler de plein de choses qui ne fonctionnent pas aussi, qui n'est pas dû simplement à l'État ou à de la corruption, mais à un état d'esprit, à une mentalité. Et ça c'est propre à beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il en pense lui? Mohamed? Oui, excusez-moi. En fait, le problème aussi en Algérie, le peuple est divisé sur deux en fait.
il y a la moitié qui s'intéresse vraiment à, je sais pas, ils veulent un pays bien développé et tout. En fait, ils s'en foutent de la politique. Si vous leur parlez, quel que soit des étudiants, soit des ingénieurs, soit des gens, je sais pas, la partie qui est bien et tout, ils s'intéressent pas à la politique, ils s'en foutent, ils votent pas et ils savent pas de s'impliquer dans le pouvoir pour voir qu'est-ce qui se passe. Et l'autre partie qui ont de bénéfices derrière, voilà, ils sont là. Aussi juste un point, après je finis avec ça en fait. Si vous regardez tout ce qui entoure Bouteflika, comme Ahmed Yahya, il a des grandes sociétés en Algérie. En fait, ils ont divisé l'Algérie. Chacun il a pris un domaine pour travailler, soit sur sur la production, comme les voitures par exemple récemment, ou bien autre chose. Ils ont tout divisé. S'il vient un nouveau, il va tout prendre parce c'est du vol, des règles. Oui, il y a des mafias qui ont pris des secteurs, ça on le sait très bien. Mais bon. Même pour la 5e ou la 6e ou la 7e mandat. Parce que ils peuvent pas laisser comme ça, c'est des milliards, ils peuvent pas tout laisser comme ça. Leurs fils, par exemple, c'est eux qui travaillent dans les consulats qui sont soit en France, soit partout dans le monde. Donc c'est pas du jour au lendemain comme ça, un autre il vient, il vote, ouais c'est bon, il est là, c'est un président. Oui mais ça c'est de la corruption et des mauvaises habitudes, c'est pas propre à l'Algérie. Ils peuvent pas laisser ça en fait. Merci Mohamed en tout cas pour votre avis sur l'Algérie. Je trouve Nadir que tu es très subjectif quand on parle de l'Algérie. Non mais moi je suis pas très non, je suis pas d'accord parce que je dénonce moi la corruption, elle existe. Je vais donner un élément très simple. Bouteflika à une époque il mettait à disposition la corruption c'est pareil partout dans tous les pays maghrébins, dans tous les pays. C'est évident mais là en l'occurrence on parle de l'Algérie. Ouais non mais là-dessus j'ai pas de débat. Quel est le besoin de dire ouais mais il y a pas que l'Algérie? Maintenant, il faut le rappeler. Non, mais c'est important. Ça dit quelque chose de votre amour un peu excessif de votre pays, c'est bien. Ça, oui. Machallah. Mais bon, faut aimer la justice plus. Mais c'est pour ça que je me permets d'être nuancé dans ce que je dis. Quand je dis que je soutiens Bouteflika par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il est en tant qu'homme, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis des réserves, parce qu'avec Léon dit, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se font. S'il est réellement malade et incapable de faire les choses... Mais admettons même il est en bonne santé. Est-ce que c'est normal qu'il soit président encore? Mais bien sûr que non. Voilà, donc la question c'est même pas de savoir s'il est malade ou pas. Très bien, déjà même en France. C'est frère, t'as mis 10 ans. En France, il n'y a pas un président qui a fait 20 ans, on a dire. Non mais peu importe, après c'est des écoles politiques. Et là aussi il y a du renouvellement qui ne se fait pas en France. On a parlé de la classe politique, la classe médiatique. C'est partout pareil, même dans les pays développés. Simplement, c'est plus subtil, mais la réalité, elle est la même. Généralement, que ce soit un pays développé ou sous-développé, c'est toujours des élites, une minorité qui domine le pays. Après, il y a des façons apparentes et des façons qui ne le sont pas. Mais globalement, ça a toujours été, et de par l'histoire de l'humanité, ça a toujours été une minorité d'individus qui a dominé une majorité. Pour plusieurs raisons. L'éducation, la connaissance, mais les différents dirigeants de l'Algérie, pas que le président, je parle même de l'élite politique, économique et scientifique, etc. Parce qu'il y a plusieurs formes d'élite. Où en est aujourd'hui l'Algérie? C'est toujours un pays pauvre. Ah ben, bien sûr. Bon, voilà, mais paradoxalement. Juste avec un pays riche avec des richesses. Avec un tel bilan, tout homme politique, t'as été 10 ans dans ton pays. Il y a d'autres personnes qui ont été présidents en moins de temps, ils ont réussi à sortir leur pays de la misère. Donc, c'est un bilan négatif. Et dire que oui, Bouteflika fait quelque chose. J'ai pas parlé de bilan positif. Donc c'est ça l'analyse politique à mes yeux. Il s'agit pas de dire il y a quelques petits côtés. Même le diable, il a des bons côtés. Le propos il est pas là. Le propos c'est ça tu me l'apprends. Oui, même le diable a des bons côtés. Même le diable on peut lui trouver des bons côtés. La question elle est pas là. La question c'est la prépondérance et ce pourquoi on t'a mis au pouvoir. Ouais. Est-ce que le pays s'en est sorti? Non. Le pays s'en est pas sorti. Alors le pays s'en est pas sorti, mais il a évolué par rapport. Alors qu'il a les moyens. Alors par rapport à une certaine époque. Et après tu sais très bien qu'il y a des enjeux au niveau international qui font qu'un pays comme l'Algérie ou des pays qui ont censés avoir des ressources et une capacité à s'auto-suffire par rapport à ce qu'ils ont en termes de production et de ressources, c'est pas si facile que ça aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il faut questionner l'idée des États de l'unité du Maghreb. L'Algérie tout seul peut pas s'en sortir. La Tunisie toute seule ne peut pas s'en sortir. Le Maroc tout seul ne peut pas s'en sortir. Il avait raison sur ce point-là, même s'il était fou sur d'autres côtés. Si l'Algérie à un moment donné ne pense pas les modalités d'une meilleure relation avec le Maroc, avec la Tunisie, et à penser à créer, oui, mais là je le dis, moi je suis pas algérien, mais sur le plan politique, il faut être conséquent. Quand à un moment donné on est en rapport de force avec une Europe
qui va recoloniser d'une manière ou d'une autre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Ils en ont besoin parce qu'il y a les Chinois à côté. Je pense pas qu'ils sont partis. Hein. Tu veux dire d'une autre façon? Déjà, ils sont pas partis. Voilà. C'est vrai. Autre façon. Mais d'une autre façon, il y aura un réinvestissement dans ces territoires-là. Ça vous dérange pas? Il y a Faiza et moi, on est là. Hein, quand même. Je vais m'arrêter là. Il faut se poser la question de la souveraineté. Est-ce que ces pays sont souverains? Non. Ce sont, pour moi, je l'ai dit pour les pays africains, ce sont des protectorats qui n'ont pas les moyens économiques et politiques de leur souveraineté. À partir de là, toutes les élections de la terre entière là-bas seront que de la mascarade, du théâtre. Bon, alors, on n'aura pas le temps, vous m'avez fait exposer le standard, désolé tout le monde, mais en tout cas, ma chère Faiza, un petit mot parce que c'est important, la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur en 2017, je crois sous l'ère Macron, hein, si je dis pas de bêtises, et il y a des chiffres qui sont là, et puis aussi avec ces chiffres des questionnements. Alors c'est 7 mosquées qui ont été fermées depuis l'entrée en vigueur de cette loi, et il y a eu aussi plus de 80 visites à domicile, et on nous dit que cela a permis de démanteler des attentats à Faiza, c'est ça? Alors, hier soir, c'est Christophe Castaner qui a publié l'information sur son compte Twitter avec une infographie en expliquant que donc depuis l'entrée en vigueur de cette loi antiterroriste, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la loi antiterrorisme, elle a permis de sortir de l'état d'urgence et d'inscrire certaines mesures de l'état d'urgence dans l'état de droit. Et donc de faire croire, si vous voulez, qu'on respecte toujours les libertés individuelles, bien que finalement il y a toujours des procédés qui posent beaucoup de questions. Alors, depuis la mise en place de cette loi, on a 7 lieux de culte qui ont prétendument fait l'apologie du terrorisme, de la haine ou de la discrimination, qui ont été fermés de manière administrative par les préfets. Et on a à côté de ça 96 visites domiciliaires, donc ce sont des perquisitions hein, sur lesquelles on a mis des mots un peu plus jolis, qui ont permis de déjouer donc un attentat. Le ministre de l'Intérieur ne dit pas où, ne dit pas comment, ne dit pas qui, mais un attentat vraisemblablement déjoué et le démantèlement d'une cellule de recrutement terroriste pour la zone irako-syrienne. Voilà, ça ce sont des chiffres annoncés sur Twitter par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. 7 lieux de culte et 96 visites à domicile, hein, oui, il dit visites domiciliaires, visites à domicile qui ont permis de déjouer un attentat. Voilà, non mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que ces chiffres ils sont présentés de manière à dire le gouvernement agit, le gouvernement a réussi, blabla. Sauf que s'il y a un attentat déjoué sur 96 visites domiciliaires, ça pose question pour à peu près les 3/4 de ces visites domiciliaires qui ont donc été réalisées pour rien encore une fois. Et sur les 7 lieux de culte, ce sont des fermetures administratives et pas judiciaires. La différence, elle est de taille, c'est que administrativement, ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite pénale sur ces mosquées. Et donc, ça veut dire que ça reste toujours de la suspicion. Après, je dis pas que les 7 ne posent pas de problème, mais moi, je pense que sur ces chiffres, des fois, on ferme des mosquées juste pour faire des chiffres. Ça a été le cas notamment à Marseille. Bon, voilà, messieurs, je vous demanderai pas de commentaires parce qu'on n'a pas le temps. Dans un instant, un petit zapping qui va vous faire réagir, j'en suis sûr. Ne bougez pas, on est de retour très vite pour la dernière partie du LGF. LGF, le grand forum, Ousmane Timera, Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed sont là, messieurs, dames. On est en direct avec vous sur France Maghreb 2. Le zapping. Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la télé, mais aussi à la radio. Et pour commencer ce zapping, le coup de gueule de Pascal Pro sur CNews contre la Ligue du LOL, pardon. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Ligue du LOL? Non. Eh parler vaguement. Ouais, ce sont apparemment des journalistes qui ont monté des groupes sur Facebook, sur Twitter pour défoncer d'autres journalistes. En l'occurrence, donc Pascal Pro est très énervé. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Il jouait les petits marquis de la presse française, distribuant les bons points, désignant le camp du bien, parlant écriture inclusive, donnant des leçons, redressant des torts, procureur et moraliste, on connaît la chanson. Il disait les films à voir, les livres à lire, il disait comment penser depuis leur tribune magistère de Libération et des Inrocks. Et puis patatras, ces jeunes gens étaient en toc. Derrière le donneur de leçons existait un harceleur de salon. Derrière la posture se cachait une forfaiture. La Ligue du LOL est un groupe Facebook dans lequel une trentaine de membres, souvent journalistes, ont mené des campagnes de cyberharcèlement de 2009 à 2012. Vincent Glade du journal Libération et David Doucet du magazine Les Inrocks sont aujourd'hui mis à pied. Délateurs, harceleurs, petits esprits médiocres, nés sur les fonds baptismaux d'Internet, morts au champ du déshonneur pour la profession de journaliste. RIP, comme on dit sur Twitter. Twitter, leur nouvelle adresse professionnelle, là où sera désormais leur bureau.
Voilà le coup de gueule de Pascal Praud contre la ligue du LOL. Hein. Faiza, tout va bien, t'es journaliste, t'en as pas été victime de cette fameuse ligue? Non, mais ils ont pas intérêt alors. J'ai pas bien. Donc c'était des journalistes qui harcelaient. En fait, ce sont des journalistes. Moi, j'appelle ça des espèces de bobos parisiens. Vous savez, qui sont. Il a un peu raison dans son argumentaire, hein, Pascal Praud. Je l'aime pas beaucoup, mais c'est vraiment des donneurs de leçons. C'est des gens qui depuis des mois et des mois sont là à vous parler enfin vraiment ce que j'appelle la caricature des gauchistes, même vraiment de vrais donneurs de leçons. Et là, on apprend qu'ils avaient un groupe sur Twitter essentiellement, sur lequel ils harcelaient des collègues féminines journalistes aussi, de manière anonyme, et que certaines sont parties en dépression, avaient peur, ont reçu des menaces de mort, et c'est des faits qui déjà juridiquement sont prescrits, parce que vous avez 6 ans, donc c'est des faits qui remontent à 2009, entre 2009 et 2012, donc c'est terminé. Et c'est des faits qui ont été portés pour certains à la connaissance de la hiérarchie, dans certaines écoles de journalisme notamment. La hiérarchie n'a rien fait, et aujourd'hui ça sort sur Twitter, donc ça sort dans les médias, et tout d'un coup on a des suspensions de journalistes 6, 7 ans, 8 ans après, pour des faits. Alors moi je dénonce aussi la démagogie de certaines rédactions qui récupèrent l'affaire en suspendant leurs journalistes alors qu'ils avaient parfaitement connaissance des agissements de certains de leurs membres, qu'ils n'ont rien fait. Voilà pour les explications, mon cher Ousmane. Alors, coupler le référendum, c'est l'idée qui vacille en ce moment avec l'élection européenne. La question a été posée à Laurent Fabius, qui fait son retour dans les médias. Il était l'invité d'RTL ce matin. Coupler le référendum aux européennes le 26 mai, c'est possible ? Alors techniquement, ce serait possible, à condition de s'y prendre très vite, parce que un référendum, ça suppose toute une série de préparatifs. Très vite, c'est-à-dire pour dire les choses. Ces jours-ci, décider. Quand on fait le compte à rebours de toutes les opérations, y compris matérielles, qui sont nécessaires, il faudrait, si c'était décidé, bien sûr, le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Ousmane, Nadir, Faiza, pour terminer, de coupler le référendum avec l'élection européenne? Ça aura lieu le 26 mai prochain. Non, moi je suis contre, parce que c'est une récupération de la campagne électorale par La République En Marche. S'ils veulent faire un référendum, ils ont qu'à faire campagne de manière autonome, indépendante, et avec leurs propres fonds après pour ce référendum qui ne servira à rien, je pense, en plus. Référendum sur quoi ? Les électorales, les européennes, elles doivent avoir lieu seules, comme tous les ans, quoi. Je vois pas pourquoi on devrait les coupler avec l'agenda politique de Macron. Oui, Ousmane, c'est une idée qui fait... Oui, j'ai entendu ça, mais un référendum sur quoi ? Sur les propositions qui vont sortir, comment ça s'appelle là, sur les institutions, c'est ça, hein ? Sur les institutions. Alors, non, sur les institutions. C'est sur les questions sur la représentation, notamment. Est-ce que vous êtes favorable à... Parce qu'il veut réduire en fait le nombre de parlementaires. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, blablabla. Il y aurait plein de petites questions inhérentes comme ça à la représentation des Français. Ouais, en fait, il veut un référendum, mais pas à question unique, qui risquerait en fait de faire en sorte qu'on dise non, mais pour lui, quoi, pour le dégager. Et donc il va faire une sorte de QCM. Et surtout, l'idée, moi, je pense qu'il veut, c'est faire passer la réforme qu'il n'a pas pu faire passer pendant l'été à cause de l'affaire Benalla, quand il voulait, au fond, réduire, faire un changement institutionnel et réduire le nombre de parlementaires. Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut faire. Il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Non. Ça fait partie des questions, d'ailleurs. Il est teigneux. Moi, le fond de l'affaire, c'est ça. Moi, je suis sûr que c'est à ce niveau-là. Oui, effectivement, moi, je suis déjà pour une raison, ça va embrouiller le débat. Oui. Au niveau des élections européennes, on parle des élections européennes. Après, la question du référendum, on le met à part, d'une part. Et d'autre part, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut être radical. Moi, je suis pour qu'on milite pour l'abstention. Les votes ne servent à rien du tout. L'élection européenne, c'est une mascarade. Et même ce référendum est une autre mascarade. Tant que le système en lui-même, en tant que tel, la manière dont on gère la politique, qui décide de quoi, tant que ça c'est pas remis à plat, tout cela n'est que, perte de temps. C'est une perte de temps. Donc référendum, élection, je pense qu'on doit faire campagne, hein, pas juste une abstention silencieuse dans son coin. Hein. Non, une abstention bruyante, où il y a des gens qui militent pour
l'abstention. Faut faire tomber le système, ça sert à rien du tout. Bon, Nadir, en un mot, rapidement là-dessus, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Non, mais c'est une Le couplage. c'est très bonne idée pour eux, pour brouiller les pistes, et c'est une mauvaise idée par rapport aux attentes des Gilets jaunes. Il faut clarifier les choses. Les élections européennes, c'est une chose, et le référendum, s'il doit se faire, c'en est une autre. C'en est une autre, mais il doit se faire dans les conditions proposées par les Gilets jaunes et non par le gouvernement. Merci à tous. Faiza, Ben Mohamed, merci beaucoup. Mon cher Ousmane, on te revoit bientôt là? Peut-être, je sais pas encore. Il va aller en Algérie, là, on va l'inviter en Algérie. Oui, bah pourquoi pas, il est bienvenu en Algérie. Y a pas de souci. Hein. Voilà. Je veux bien faire des conférences sur la démocratie en Algérie, pas de souci. Si ça se fait. Ça se fait, je crois que c'est l'un des seuls pays arabes où ça peut se faire, ouais. Ah ouais. Bon, je d'accord. vous étonne là. Merci mon Nadir. Invitez-moi. Il a raison, Nadir, Moi, pour je peux le pas y coup. Il faut pas non plus toujours tirer sur les mêmes ambulances. Hein. L'Algérie, elle a les mêmes problèmes que partout. Hein. Dans tous les pays africains, c'est pareil. Et faire une conférence sur la démocratie en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Je rigole, c'est beau, c'est beau. Ouais, ça y est, tu les cherches, hein. Ils t'ont manqué en fait, Ousmane. Ouais, c'est ça, ouais. Merci Faiza, merci Ousmane, merci Nadir, merci à tous. Merci à vous. Restez bien à l'écoute de votre radio. On se retrouve nous demain avec Yasser Louati, Razik Métiche entre autres, entre 16h et 18h. Il est 18h02, pardon pour le retard. Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Les présidents de la République, de l'Assemblée et du Sénat viennent respectivement de proposer la nomination au Conseil constitutionnel de l'ancien ministre ex-membre du Parti radical de gauche Jacques Mézard, de l'ancien Premier ministre Alain Juppé et du sénateur d'hiver droite du Cher François Pillet. Le Parlement doit maintenant donner son feu vert. Alain Juppé, appelé à succéder à Lionel Jospin parmi les sages, prévoit d'ores et déjà de démissionner de la mairie de Bordeaux. Il va l'annoncer officiellement dès demain matin lors d'une conférence de presse. Une augmentation insupportable des actes antisémites, c'est ce qu'a dénoncé le chef de l'État aujourd'hui en Conseil des ministres. D'après le compte-rendu du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron a présenté l'attaque contre des élus ou des institutions en marge de manifestations de gilets jaunes au même titre que l'antisémitisme comme une négation de la République, en promettant que l'exécutif serait dans tous les cas intraitable. Les 6 personnes soupçonnées d'avoir forcé début janvier l'entrée rue de Grenelle dans la capitale du ministère de Benjamin Griveaux avec un chariot élévateur lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes continuent à être interrogés par la police. Leur garde à vue a été prolongée. Le conseil d'administration de Renault a tranché sur des sanctions à l'encontre de son ancien patron. Décision prise à l'unanimité 3 mois quasiment après son arrestation au Japon pour de présumées malversations financières. Carlos Ghosn ne recevra pas d'indemnité de départ après sa démission des mandats de président du conseil d'administration et de directeur général. L'annulation des montants cumulés pourrait s'élever à 30 millions d'euros. Rembrandt, Vermeer et le siècle d'or hollandais, c'est avec cette exposition que le Louvre, Abu Dhabi, va ouvrir demain sa saison 2019. Parmi les 95 tableaux réunis figure une rare esquisse à l'huile intitulée Tête de jeune homme avec les mains jointes, étude de la figure du Christ. Le tout premier Rembrandt à rejoindre la collection d'un musée du golf. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.